rencontre qui est la fabrique des petites villes, inventer les outils de la recherche et de l'expérimentation. Table ronde animée par la secrétaire permanente du plan urbanisme construction architecture, Hélène Pesquine. Merci, et j'invite à me rejoindre Hugo Bévor, dont je ne sais plus très bien dire le titre, mais qui est à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, Xavier Desjardins, professeur à la Sorbonne, voilà. Myriam Fougère, la maire d'Ambert, en Auvergne-Rhône-Alpes, et conseillère régionale. Laurent Roturier, le directeur régional de l'action culturelle d'Île-de-France. Et Roland Mouchel-Blaiseau, préfet et directeur national du programme Action Cœur de Ville. Voilà, je vous en prie. Pendant que les derniers arrivants s'asseyent. Donc cette table ronde conclusive, on va dire, en tout cas de la partie ouverte au public de cette journée, puisqu'elle se poursuit par quelques ateliers techniques avec les représentants des équipes de recherche. Elle vise finalement à tirer des enseignements de tout ce qui nous a été présenté ce matin, d'essayer d'en comprendre un petit peu l'utilité, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire de croiser à la fois ces outils de la recherche au service de l'action tels qu'ils ont été présentés dans les cas de POPSU territoire, et de les croiser avec différents autres processus d'accompagnement des territoires, notamment ceux mis en œuvre depuis sa création par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, mais préalablement par ses prédécesseurs, et notamment le Commissariat général à l'égalité des territoires. Et puis, il vise à essayer de faire parler, finalement, de faire dialoguer, un peu en représentant de ces milieux, une élue et un chercheur qui ont été confrontés à ce dialogue entre la recherche et l'action, pour essayer d'identifier comment ils utilisent, ils interprètent ces travaux, et comment on peut éventuellement leur donner une suite, sous quelle forme, très opérationnelle, plus réflexive, du côté académique ou du côté de l'action opérationnelle. Alors, j'ai commencé cette table ronde par Hugo Bévor. Donc, vous êtes le représentant à cette table de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, donc créée officiellement au mois de décembre dernier, mais un partenaire, j'allais dire historique, de la plateforme POPSU, via vos fonctions au CGET préalablement. Comment est-ce que vous utilisez, vous appropriez cet outil de la recherche-action de POPSU Territoire au regard des autres outils qui sont ceux de l'agence, notamment sur l'accompagnement ou la facilitation des politiques publiques locales, dont certains d'ailleurs portent aussi sur les petites et les moyennes villes. Dites-nous. Bonjour à tous, pardonnez-moi. Deux mots en préalable. J'ai pas pu assister à la présentation de demain, même si effectivement je suis, au titre de mes fonctions anciennes au CGET, un partenaire de longue date du programme POPSU, et que j'avais eu le plaisir de participer à la sélection des territoires. Deuxième mot en préalable, peut-être pour justifier mon titre. Enfin, ça ne se fait pas de commencer par soi-même, mais c'est peut-être un élément intéressant pour éclairer la question qui m'a été posée. Donc, j'étais directeur des stratégies au Commissariat général à l'égalité des territoires jusqu'au 31 décembre 2019. Et depuis le 1er janvier, j'ai effectivement rejoint l'Agence nationale de cohésion des territoires. Ça vaut peut-être la peine de redire ce que c'est. Enfin, vous n'hésitez pas à me dire que vous savez déjà tout de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Mais le choix de la communication ayant été fait dans le sens du minimalisme, je pense que ça vaut peut-être la peine d'en redire où on en est. L'Agence nationale de cohésion des territoires, donc ça a pris le relais du Commissariat général à l'égalité des territoires, ça fait le même métier. Dit autrement, c'est l'outil, le seul outil de l'État placé sous la tutelle de la ministre de la cohésion des territoires, qui a en charge les enjeux d'aménagement du territoire. Voilà, pour le dire très simplement. C'est né de trois intuitions. La première, c'était qu'il fallait continuer un exercice de rationalisation de tous les outils de l'État qui s'occupent de ce champ-là. Donc ça prend la suite du CGET, mais ça permet aussi de faire la fusion avec deux autres outils, les PARECA, qui s'occupait d'aménagement commercial, un établissement public, et l'Agence du numérique, qui s'occupe, comme son nom l'indique, d'infrastructures numériques en particulier. Voilà. Donc le premier objet, c'est rationaliser, rapprocher les outils contribuant à l'aménagement du territoire en France. C'est assez simple. Au-delà du fait que c'est un outil de rationalisation, moi je pense que l'élément nouveau, et ce qui nous rapproche de la question posée par Hélène Pesquine, c'est que c'est plus qu'un changement d'outil, en tout cas c'est l'ambition d'un changement de posture qui doit progressivement se traduire, notamment
à travers la question du lien entre recherche et action, pour dire les choses simplement. Alors c'est un changement de posture qui se traduit par le fait que ça cesse d'être une administration. Donc c'est devenu un établissement public avec un conseil d'administration. La composition de ce conseil d'administration, donc de l'Agence nationale de cohésion des territoires, eh ben, elle est quasi paritaire, avec une moitié de représentants de l'État, plus un, et une autre moitié, moins un, de représentants issus des collectivités, pour faire vite. Donc ça se donne à voir comme l'État tire les conclusions de 40 ans de décentralisation et se dit, en matière d'aménagement, il faut construire ensemble. Enfin, c'est quand même assez simple. Et puis, troisième élément de ce changement de posture, j'ai dit, c'est la rationalisation avec le mariage de 3 outils. Mais il y a cette idée que, en fait, les gens ne s'y retrouvent absolument plus dans l'ensemble des moyens dont ils peuvent disposer, et en particulier les territoires, et en particulier les élus, ne s'y retrouvent absolument plus dans les moyens dont ils peuvent disposer quand il s'agit d'appuyer leurs projets. Et donc l'agence, au-delà des 3 structures qu'elle réunit, a pour vocation à organiser de manière coordonnée l'utilisation des moyens de l'État et des opérateurs qui existent déjà. Et donc l'agence a pour objet précisément de rapprocher cette agence, évidemment, mais de 4 opérateurs plus 1, l'ANA, l'ANRU, le CEREMA et j'en oublie un, forcément. Non, les PARECA est dedans. Le numérique est dedans, voilà. Et je disais plus 1, donc ça va me revenir chemin faisant. Et le plus 1, pardon, et l'ADEME, pardon, voilà, c'est ça, la 4e agence qui est l'ADEME. Et donc je disais plus 1 parce que c'est pas un opérateur de l'État, c'est la Banque des territoires, voilà. Et donc il y a cette idée que désormais, dans l'appui que l'État autrefois, désormais l'agence, apporte au territoire, on a un point d'entrée. On parlait hier de guichet unique. On n'emploie plus trop aujourd'hui l'expression, mais enfin on a un point d'entrée qui passe par les représentants de l'État dans les départements, les préfets, et qui permet de coordonner l'ensemble de ces moyens au service de l'accompagnement des projets. Voilà. Et ce qui est intéressant, pour faire le lien, c'est que le mot-clé, grosso modo, c'est le mot d'ingénierie. Mais pas l'ingénierie technique, mais une sorte de nouvel âge d'ingénierie qui postule précisément que pour conduire des projets, il faut opérer des coopérations, et que le cœur de l'appui que l'agence doit apporter, c'est précisément la coordination des moyens. Et dans ces moyens-là, il n'y a pas de recul historique de la recherche, bien au contraire, mais il y a la tentative d'identifier des moyens par lesquels recherche et action, vieux sujet, travaillent mieux ensemble. Cette problématique-là, elle a toujours accompagné l'aménagement du territoire depuis la création de la DATAR, avec des périodes où on mettait en avant l'indépendance nécessaire de la recherche et des perspectives de moyen terme autour des enjeux de prospective, et puis d'autres périodes qui étaient très centrées autour de l'action. Là, on se situe dans un moment que doit incarner cette agence, où on tente d'opérer une fusion, et une fusion fondée sur la coopération, sur des nouveaux outils d'animation. Alors il y en a qui existaient déjà au CGET, qui vont se poursuivre. C'est en particulier vrai, du mot fabrique prospective, qui est un dispositif que le CGET avait développé en relation étroite avec les associations d'élus. Et puisqu'on parle aujourd'hui des petites villes, en particulier avec la PVF, on avait un dispositif de fabrique prospective avec l'association des petites villes de France. Mais on pourrait se moquer presque du recours... du retour très régulier du mot fabrique, mais au total, il dit bien quelque chose sur l'ambition de travailler ensemble, quoi, et de ne plus avoir une séquence qui part de la réflexion, de l'analyse et qui aboutisse à l'action, mais de bien mêler l'ensemble des opérations de recherche et d'action dans des démarches qui sont ni top-down ni bottom-up, mais qui sont complètement imbriquées. Voilà. Et dans cet esprit-là, on essaie de travailler effectivement avec l'ensemble des opérateurs et de donner à voir que sur les enjeux des petites villes, mais Xavier Desjardins y reviendra sans doute, on arrive à commander ensemble avec le PLUCA, avec la Banque des territoires, des études qui sont complètement imbriquées dans des démarches de fabrication de politiques publiques qui elles-mêmes sont totalement conçues en lien direct avec les destinataires de ces politiques publiques.
Merci beaucoup. Alors, le sous-titre de la session 1 de Pop sur Territoire, c'était Révéler les territoires. Et puis, la journée d'aujourd'hui, Apprendre des petites villes. Finalement, ce qui ressortait très fortement de nos débats de ce matin et des études de cas extrêmement détaillées qui nous ont été présentées, c'est que finalement, les petites villes ou les villes moyennes recourent à des politiques publiques singulières, originales et parfois même anticipatrices, on va dire, dans tout un tas de champs de l'action publique. On a parlé de tourisme avec Marseillan ou l'île sur la Sorgue, on a parlé de culture avec Château-Thierry, on va sans doute en reparler, et avec Briançon sur l'aspect patrimonial, peut-être en reparler avec Ambert. On a parlé de développement économique et numérique à Roscoff, Arvieux, Vitré-Vire. On a parlé d'attractivité et d'animation urbaine avec les tiers-lieux de Digne-les-Bains. En tout cas, ça fait partie des études qui seront étudiées dans cette nouvelle session, de coopération territoriale et avec les métropoles, dans l'influence des métropoles, de transition écologique et alimentaire, notamment avec le cas de Rive-de-Gier et de Tournu, d'urbanisme durable et de mobilité durable, et un peu de qualification de l'offre de logement. Ce sont des politiques publiques sectorielles sur lesquelles l'éclairage des études POPSU, qui sont des études de cas justement un peu ciblées, apporte finalement une dimension nouvelle à la recherche et en tout cas à la connaissance et à la compréhension des enjeux des territoires. Comment est-ce que vous tirez des enseignements pour la recherche, Xavier Desjardins, de ces exemples, de ces études de cas, aujourd'hui qui démarrent pour certaines, ou d'autres qui ont déjà produit, comme on l'a vu ce matin, quelques premiers résultats? Merci. Alors, effectivement, la question qu'on me pose, c'est de voir comment les chercheurs peuvent s'associer à ce type de programme. Et on voit finalement qu'il y a deux postures dominantes, d'une certaine manière, une forme de réflexivité que l'on peut poser en se disant, mais de retour critique sur la manière dont se construisent les instruments de l'action publique, et puis d'un autre côté, un accompagnement pour leur création. Je voudrais juste revenir, si c'est possible, sur finalement l'objet petite ville et son retour. Et là, on est nombreux je dirais, dans le monde de la recherche. Ça me semble important parce que Sylvie Foll en a parlé ce matin, l'a rappelé. Alors effectivement, en fait, cet objet des petites villes n'a jamais été totalement absent. Hein, c'est pas vrai. Il y a toujours eu des travaux de géographes, de sociologues, etc. pour les petites villes. Mais effectivement, il revient d'une manière quand même assez singulière, je pense, dans le contexte français. Ça, je pense que c'est aussi peut-être important qu'on se le dise après les monographies de ce matin. Et c'est juste trois petites choses comme ça qui sont frappantes et qui disent que cet objet des petites villes, il est quand même très particulier. La manière dont le POPSU lui-même pose ce problème est assez particulier à notre configuration. Le premier, ce que je dis est un peu basé d'un travail qu'on a fait avec Philippe Estèbe, et vous avez qui a été distribué pour certains ce matin. Le premier qui est très simple, c'est que les petites villes en France, c'est particulier parce qu'il y a des petites villes qui sont très éloignées de grandes. Et ça, quand on compare chez nos voisins, anglais, allemands, néerlandais, italiens, c'est extrêmement rare. Donc ça, je vous apprends rien, on est un pays peu dense. Mais deuxième élément, où peut-être on pourra dire plus, c'est que peut-être en France, sur cette question des petites villes, je dirais, nos ambitions d'aménagement de nos territoires et nos politiques d'urbanisme n'ont jamais été si disjointes sur le temps long. C'est plus le cas aujourd'hui, mais sur le temps long. Et ça me paraît quand même important de le rappeler. Comme on a des petites villes qui sont pour certaines isolées, effectivement, le fait qu'elles aient des fonctions de centralité fortes, équipements, collège, lycée, maternité, etc., est évidemment encore plus important que quand on a une grande ville à 20 km. Donc c'est évident que dans notre configuration territoriale, les équipements qui sont à Foix, ils sont extrêmement importants pour tous les habitants de l'Ariège, parce que sinon, il faut qu'ils aillent très très loin pour les trouver. Donc ça, c'est une particularité. Mais deuxièmement, et l'exemple de Foix, l'élu de Foix nous l'a bien rappelé ce matin, on est quand même un des pays dans lesquels la tendance dispersive a été la plus forte. Et ça, je pense qu'il faut quand même bien se le rappeler, parce que ce matin, on a dit, oui, les politiques nationales étaient insuffisamment attentives, etc., etc. Mais les politiques locales, pas toutes, puisque le maire de Foix nous a rappelé ce matin combien il avait pu, dès les années 90, ses prédécesseurs avaient lutté contre l'implantation de commerce périphérique. Mais quand même, rappelons-nous quand même que la toile de fond quand même de l'évolution des petites villes françaises, c'est pas une perte de vitalité en tant que telle, c'est une dévitalisation par la périphérie rurale qui l'entoure, pour beaucoup d'entre elles. Et ça, c'est quand même assez particulier, c'est-à-dire qu'on a quand même cette configuration d'une importance très grande des centralités, et on va dire des années 70 jusqu'à 2010, à peu près 2015, et encore un petit peu aujourd'hui dans certains cas, plutôt une tendance dispersive qui est forte. Donc on a quand même dans une situation d'écartèlement très important, en fait. Elles sont très importantes, et en fait, localement, on n'a pas toujours les éléments qui
qui lui confère je dirais, qui s'assure en fait de ce maintien des fonctions de centralité. Et puis, un autre élément aussi qui est quand même important, c'est que, en fait, on parle des petites villes en général et on parle pas. On aurait pu organiser, et ça peut se faire dans d'autres cadres, finalement une entrée régionale pour les configurations régionales. Alors ça a été dit, et puis ce matin c'était extrêmement clair dans les exposés, et c'est évident qu'une petite ville, Magny-en-Vexin et Lodève sont des petites villes, mais effectivement les enjeux sont complètement différents, etc. On en est tous complètement conscients, mais néanmoins c'est quand même par l'entrée strate, je dirais, qu'on construit le problème. On est là aujourd'hui, ça s'appelle la fabrique des petites villes. Et ça, je pense que ça interroge, et peut-être il y aura débat justement aussi avec les gens du CGET, c'est que d'une certaine... de l'ANCT, pardon, j'ai un côté rétro, j'ai un mois de retard. Oui. Mais j'ai pas écouté, non, mais c'est sûr, oui. Puis oui. Mais non, mais c'est parce qu'ils sont trompés sur le... Tu vois ? Alors, Alors moi, tu vois, je lis, tu vois, j'ai mon côté bon élève, j'écoute, mais je lis et tout. Alors, j'y comprends plus après. Alors, la question régionale, à mon avis, est quand même importante parce que sur les petites villes en déclin, alors Sylvie Foll, pareil, ce matin, l'a rappelé, il y a un tiers des aires urbaines en France qui perdent des habitants. Quand on regarde vraiment les petites villes, les villes entre 5 et 30 000 habitants, c'est environ les unités urbaines, villes et banlieues adjacentes. C'est environ 1/5 d'entre elles qui perdent des habitants. Mais ce qui a beaucoup changé depuis 2011-2012, c'est qu'auparavant, dans ces petites villes qui perdaient des habitants, une grande partie d'entre elles étaient incluses dans des bassins de vie qui en gagnaient au total. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une perte de vitalité par repeuplement rural périphérique immédiat. C'est ce qu'on avait dans une grande partie des cas. Et les seuls endroits où on avait des petites villes qui perdaient au sein de bassins ruraux qui perdaient, dans la décennie 2000, c'était des petits endroits en Picardie, Champagne-Ardenne, et puis contrefort du Massif central. Et depuis 2010, c'est vrai que la situation a complètement changé. Si vous regardez, je vous fais des cartes mentales, mais que vous devez dessiner vous-même. Mais c'est comme ça, ça fait dessiner plutôt que de voir la carte. Et bien, depuis 2010, le grand changement, c'est que cette dynamique-là, c'est toutes ces régions que j'ai déjà citées, cette fameuse diagonale du vide, en gros, pour faire simple, qui est moins vide au sud, enfin la diagonale du vide, plus aujourd'hui, quasiment l'ensemble du pourtour du bassin parisien. Une grande partie de la Normandie, une grande partie du région centre, quasiment toute la Picardie, etc. Donc on a bien en fait une forme très particulière, c'est-à-dire quand on parle quand même déclin des petites villes au sein d'espaces ruraux, et quand on fait le total, tout est en déclin, c'est-à-dire il n'y a pas périurbanisation, mais vraiment, là, c'est quand même un problème extrêmement régional. Et en fait, c'est principalement en fait, un problème aussi de restructuration économique du tissu productif, qui est quand même là, parce que c'est les régions très anciennement industrialisées, ou celles qui ont eu la décentralisation industrielle des années 60-70, et aujourd'hui qui sont en mauvaise posture. Et ce que je veux dire, ce qui est quand même assez particulier, c'est que, ça vous le saviez, la carte de géographie, vous la connaissiez, mais une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi... En fait, en France, on ne pose pas la question régionale à l'agenda de cette manière-là. Je pense que c'est quand même une question importante, parce qu'on a fait la comparaison avec l'Allemagne. Et en fait, en Allemagne, il y a aussi des villes qui perdent des habitants, plus qu'en France, que la démographie n'est pas la même. Mais là, c'est pas du tout compliqué pour eux de dire quelles sont les régions qui perdent beaucoup d'habitants, parce que c'est en grande partie l'ex-RDA et aussi pas mal d'endroits dans le nord de l'Allemagne et dans la Sarre. Mais je pense que c'est aussi un boulot de chercheurs, d'accompagnement, c'est aussi se dire... En fait, ce que révèlent ces mises à agenda politiques, et d'une certaine manière, c'est voir l'inversé. C'est dire, en fait, quand on parle de ça, de quoi ne parle-t-on pas ? Et toujours cette vision du chercheur en disant, mais quand on nous parle de quelque chose, c'est pour résoudre ce problème ou parce qu'il y en a un autre, en fait, qu'on évite soigneusement ? Alors, je ne sais pas si j'ai la réponse, mais en tout cas, je trouve que la comparaison internationale est intéressante de ce point de vue-là, parce qu'elle permet de comprendre qu'il y a quand même une vraie particularité de la manière dont on pose le problème. Voilà. Et un dernier élément, je suis super avare, mais sur nos villes, nos petites villes, quand on les compare au reste de l'Europe, une vraie particularité, c'est qu'évidemment, il y en a qui perdent, il y en a qui gagnent, mais quand elles perdent. Enfin, on n'a pas de villes qui perdent 50% d'habitants en 10 ou 15 ans, comme on a pu connaître dans des pays voisins. C'est-à-dire qu'on est quand même un pays où les oscillations démographiques et économiques sont quand même beaucoup plus émoussées que dans d'autres pays. Et ça, c'est pour plein de facteurs, mais c'est aussi qu'on a quand même, je dirais, les oscillations, elles existent, et quand on perd 15% d'habitants en 10 ans, c'est vraiment beaucoup, mais par rapport aux autres pays européens, on est quand même un pays où les oscillations démographiques sont très atténuées par rapport à d'autres. Merci Xavier. Alors moi je pose la question de zoomer sur le cœur des petites villes et on parle de l'échelle européenne. Donc je vais passer la parole du géographe à l'élu de terrain
qui donc est la maire d'Ambert, une petite ville de la Diagonale du Vide, si j'ai bien compris, qui va nous dire depuis le terrain comment est-ce que on se confronte à cette question à la fois centre-périphérie à l'échelle de la ville elle-même ou de son intercommunalité et à une échelle beaucoup plus vaste de dynamique territoriale qui peuvent avoir des effets économiques. Et vous, en particulier à Ambert, vous avez travaillé sur la question commerciale. Oui, bonjour à tous. Alors, petite ville ou métropole, parce que je vais vous présenter ma commune, Ambert, sous-préfecture, 7000 habitants, un petit peu moins, au sein d'une communauté de communes de 27 000 habitants. Et nous, Ambert, on est vus comme des gros par rapport aux petites communes autour. Donc avec de vrais problèmes de centralité. Et en écoutant tout ce qui s'est dit ce matin, c'était très intéressant d'entendre les différents projets qui ont émergé de POPSU. Moi, il y a deux mots que j'ai retenus, importants, de concept, c'est le lien et le projet. Je crois que c'est vraiment ça. Et le lien, parce qu'il est important justement d'avoir une vision globale de la problématique des différents territoires. Et je crois que quand on est un élu, on arrive sur un territoire, alors on est passionné, on a des convictions, on a envie de faire beaucoup de choses, et alors on fonce. Alors on a des dispositifs pour nous, à notre main. On les connaît pas tous au début, et vous avez raison, on les connaît pas tous, et il nous faut aussi une aide de l'État pour justement pouvoir un petit peu avoir une entrée unique pour pouvoir avoir des projets qui se tiennent et concrétiser ces projets. Donc je crois que ça c'est important. On y va, on fonce, et on a candidaté. Alors on a été à AMI, on a candidaté à Cœur de Ville, on a candidaté à plein de choses, et puis finalement on n'a pas encore été élu, mais on a fait. Et on a fait grâce justement à des aides différentes, même si c'était pas dans des stratégies déjà connues. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc le fait maintenant de nous accompagner différemment, et c'est pour ça que nous attendons beaucoup de POPSU, justement, d'aide à la fois à la décision, parce que c'est important d'avoir un autre regard, mais aussi d'aide à l'action, parce qu'un politique, il a besoin d'action. Surtout, le temps politique, on l'a dit ce matin, est quand même pas le même que le temps administratif. Et je peux vous dire qu'on est super déçus au début. Moi, je pensais qu'en 2 mois ou 6 mois, c'était bon. Non. Mais on y arrive. Mais je crois que c'est vraiment ce programme POPSU, il est vraiment alléchant et plein d'espoir pour ces villes qui ont des projets. Et c'est le deuxième mot que je voulais citer, le mot projet. Je crois que c'est en partant justement des besoins des territoires, ce que les élus, mais pas que les élus, il y a aussi les citoyens, et on a vu beaucoup au cours des projets qui nous ont été exposés ce matin, comment la participation citoyenne qui frappe de plus en plus à la porte justement des élus, comment elle peut aussi amener à l'élaboration, à la concrétisation de projets. Donc voilà, je crois qu'il y a ces choses-là, utiliser ces dispositifs, s'en emparer, écouter et surtout faire, parce que sur un territoire, la demande de nos concitoyens, c'est qu'il y ait aussi des réalisations. Alors bien sûr, dans notre centre-ville, il y a ce problème de vacances commerciales, de vacances aussi au niveau de l'habitat. Donc à nous de trouver des solutions ensemble, avec à la fois la recherche, et je mets beaucoup d'espoir, on doit se voir bientôt avec les chercheurs, justement dans cette problématique qui nous concerne tous. Et je voulais aussi dire qu'on est certes une commune, mais on travaille aussi en réseau avec d'autres communes au sein d'un territoire qui est une communauté de communes, mais aussi au sein d'un parc naturel régional, qui est important aussi, parce que tous les acteurs, à chacune des échelles, ont leur importance, ont leur statut. On parlait de statut aussi ce matin. Ils ont un statut et ils ont un rôle. Voilà, je crois qu'il ne faut oublier personne et vraiment faire ce lien autour des projets. Voilà ce que je voulais dire.
Merci Madame la maire. Alors je vous invite à passer le micro à Laurent Roturier, votre voisin de droite. On a vu ce matin dans un certain nombre des exemples qui nous ont été présentés, issus des études de cas POPSU, des réflexions, des débats, parfois des conflits sur les questions patrimoniales et la capacité pour des villes anciennes, pour la plupart toutes ces villes sont des villes avec un cœur ancien et souvent patrimonial, à se réinventer dans ce carcan ou cette, alors j'ose pas dire contrainte parce que la présidente de la Cité de l'Architecture déteste que j'utilise ce mot, mais en tout cas cette caractéristique de l'habitat ou du patrimoine ancien sur lequel l'intervention est parfois complexe ou en tout cas nécessite une ingénierie particulière. On a vu néanmoins dans les cas en particulier de Briançon, et je pense qu'une ville comme Vitré d'ailleurs pourrait aussi faire l'objet d'un exercice de ce type, qu'avec la créativité architecturale, la dynamique d'une résidence finalement de concepteurs sur place sur le terrain, on pouvait trouver des ouvertures et des solutions concrètes pour faire revivre un centre-ville patrimonial. Et d'ailleurs, dans le cas de Briançon, ça fera l'objet, on l'a dit ce matin, d'une poursuite des réflexions pour essayer de mettre en œuvre effectivement une partie de ce projet sur le fort de Vauban. Qu'est-ce que ça vous inspire finalement, ces exemples, ces questionnements? On a beaucoup d'élus dans la salle. Tout le monde connaît son ABF, j'imagine. Il y a un certain nombre de questions qui se posent autour de la relation entre eux. Voilà. Qu'est-ce que, pour la révélation des atouts et des ressources des petites villes, vous imaginez être un peu le levier d'action? Bonjour. Cela ne m'inspire que des pensées positives. Je voudrais d'abord saluer l'ensemble des élus présents, les parlementaires, qui sont ici avec une pensée particulière un salut particulier pour le maire de Foix et l'adjoint au maire de Lodève, puisque il y a quelques semaines encore, j'étais DRAC en Occitanie et je suis depuis le 1er septembre DRAC ici en Île-de-France. La DRAC, c'est le ministère de la Culture en région. Je suis ici avec Carole Spadin, directrice adjointe déléguée, qui a pris ses fonctions encore plus récemment que moi, puisque ça date de la semaine dernière. Et nous avons voulu, ici en Île-de-France, comme nous le faisions dans d'autres régions, donner aussi un signal très fort, très puissant, en faveur de l'équité des différents territoires, des différentes communes, qu'elles soient petites, moyennes, grandes, métropoles, avec la création d'une fonction de direction adjointe déléguée en charge de l'action territoriale. Ça existait dans notre région, ça n'existait pas en Île-de-France, et le ministre de la Culture, Franck Riester, a souhaité que nous soyons sur ce terrain extrêmement présents. Et ce qui est l'objet de ma présence aujourd'hui, je voudrais remercier les organisateurs d'avoir pensé effectivement à associer le ministère de la Culture, la DRAC, aux réflexions qui sont en cours. Vous m'avez demandé d'amener des témoignages de terrain, comme l'a fait ma voisine maire d'Ambert. Je le ferai bien volontiers, puisque ce temps d'échange avec vous est aussi pour moi une période charnière entre les fonctions que j'ai quittées, celles que j'occupe désormais, avec un fil conducteur qui est celle de l'attention en direction des différents territoires. L'Occitanie a été très engagée, très pilote dans ce dispositif, sur lequel mon voisin échangera peut-être tout à l'heure, sur le programme Action Cœur de Ville, puisque nous avions été, il y a déjà plusieurs années, à l'origine, avec Yves Doge, que je tiens à saluer, d'un dispositif en faveur, ce qui était au départ 6 toutes petites communes rurales de l'Occitanie, avec un point de départ, et c'est important de le dire, qui était comment faire en sorte que la reconquête des centres anciens, pour donner une estimation en Occitanie, c'est 500 à 600 communes qui étaient concernées par la perte de population dans les centres anciens. Nous sommes aujourd'hui à 25 cœurs de ville, c'est pour vous donner un peu une proportion. Et nous avions dit, avec le préfet de région, à l'époque, avec Yves Doge, que nous pouvions peut-être en Occitanie expérimenter une manière différente de travailler et faire en sorte que par le patrimoine et que par la culture, nous engagions une reconquête des centres anciens. Et je suis heureux, le maire de Foix l'a développé ce matin, la scène nationale, les cinémas, l'Odève, avec la reconquête de ce magnifique musée qui a été faite ensemble, État, commune, l'installation d'une médiathèque en cœur de ville. Ce sont des signaux extrêmement puissants que l'on donne à une population pour venir
réhabiter, réinvestir le centre ancien. J'y reviendrai tout à l'heure. Et évidemment, le rôle des architectes est fondamental. Qu'ils soient architectes des bâtiments de France, qu'ils soient architectes en charge du patrimoine ou architectes en libéral. Je crois que c'est un enjeu qui est fondamental, majeur. Nous avons en Île-de-France 19 communes qui sont cœur de ville, 10% du pourcentage national. Et contrairement aux idées reçues, l'Île-de-France est aussi une région avec des problématiques de petites villes, de villes moyennes, d'éloignement, de centralité et un sentiment finalement qu'un certain nombre de concitoyens expriment d'être abandonnés ou laissés pour compte. Et je voudrais d'ailleurs, si vous me permettez, donner un petit message aux chercheurs qui sont ici dans la salle. Je crois que les mots ont un sens. Vous parliez tout à l'heure de diagonale du vide. Lorsqu'on est habitant d'un territoire qui est dans une diagonale du vide, lorsqu'on est élu d'un territoire qui est dans une diagonale du vide, imaginez ce que l'on peut ressentir sur des mots qui sont employés nous concernant. Je me réjouis, on a eu très modestement, je m'étais élevé, puis bon, je préside l'Association des DRAC de France. Bon, on avait eu un grand débat avec le ministre, justement, avec Franck Riester, sur la question du territoire. Et j'étais intervenu pour dire, bannissons ce terme absolument terrible de zone blanche culturelle. Une zone blanche culturelle que nous employions les uns et les autres, souvent à tort, souvent à travers, et la plupart du temps à tort. Il n'existe pas de zone blanche en France, en matière de culture, en patrimoine, que l'on soit une petite ville, une ville moyenne, une grande ville, on est toujours à proximité d'un édifice protégé monument historique, 45 000 édifices protégés monuments historiques en France, d'un chantier de fouilles, d'une médiathèque, d'un réseau lecture public. Évidemment, toute l'offre n'est pas à la hauteur de celle qu'on a dans les grandes métropoles, c'est sûr, c'est exact, et c'est aussi le rôle de la DRAC, avec les élus, d'agir pour combattre ces inégalités d'accès à la culture. Mais il n'y a pas de zone blanche en France. Et pour nos concitoyens, être qualifiés de diagonale du vide ou de zone blanche, évidemment, au bout d'un moment, ils expriment en disant « et nous, on est là aussi ». Voilà. Donc je crois que les mots ont un sens, et dans les recherches qui seront menées, si les chercheurs peuvent, avec beaucoup de la modestie qui est la mienne et l'humilité, mais intégrer la question des mots, ça ne peut qu'être positif dans le travail qui est recherché. Alors, pour revenir au sujet et pas être trop long peut-être, une DRAC, c'est une addition de compétences, une addition d'expertise, une addition de dispositifs. Parfois peuvent être effectivement perçus comme un peu dispersés, c'est pas toujours faux. Nous avons aussi nous-mêmes nos propres problèmes de cohérence, de lisibilité. Mais nous avons, avec les politiques de labellisation nationale qui ont été mises en œuvre, les capacités d'aider les territoires. Les villes et pays d'art et d'histoire. 23 villes et pays d'art et d'histoire en Occitanie, une trentaine ici, 42 maisons des illustres, qui sont aussi, en direction de l'ensemble des territoires, des manières nouvelles de faire porter ensemble une politique publique dans le champ de la culture et dans le champ du patrimoine. Le maire, nous étions sur le Vexin ce matin. Le parc naturel du Vexin est un partenaire très actif pour la DRAC. Nous avons développé ensemble des politiques de résidence avec des présences d'artistes qui ont fait l'objet d'ailleurs d'une très belle édition en fin d'année 2019. Nous avions consacré un peu de moyens financiers. Et nous avons, avec les parcs naturels, la capacité aussi d'accompagner les communes et donc d'apprendre aussi, nous, tout ce que les populations de ce territoire, les élus qui les représentent, peuvent nous amener en termes d'accès nouveau à la culture. Et j'aurais terminer sur un point qui était votre question de départ, qui était la question des ABF. La question des architectes des bâtiments de France, que tout le monde connaît. Alors, on les connaît souvent un peu par leurs avis. Et très souvent, médiatiquement, par des avis négatifs. Voilà. Bon, l'ABF a un pouvoir terrible, qui est le pouvoir de dire non. C'est un pouvoir propre. Évidemment, et sous contrôle de Monsieur le Préfet, quand on dit non, c'est à l'arrivée d'un long processus où finalement on n'a pas pu trouver un accord. Parce que je peux témoigner avec mes 13 UDAP, puisque l'ABF exerce dans l'unité départementale architecture et patrimoine, qui est un service de la DRAC, l'UDAP, les 13 ABF de l'Occitanie, les 8 ici en Ile-de-France, sont des partenaires. Et je crois qu'il faut considérer l'ABF comme un partenaire, et un partenaire en termes de conseil. C'est ce que nous avions voulu faire avec Yves Dauge, et nous avions mis en place un duo
au niveau de la DRAC, qui était l'ABF et le conseiller en charge de l'action culturelle. Voilà. Et sur chacune des villes sur lesquelles nous avons pu travailler, pu avancer, à la fois l'expertise de l'ABF en termes d'avis, comme le peut faire d'ailleurs très bien le CAUE, qui est aussi sur des champs de conseil tout à fait pertinents la plupart du temps, l'ABF peut amener un conseil aux élus dans un objectif qui est d'adapter une ville, de la transformer. Il y a eu beaucoup de débats, qui ont fait beaucoup de bruit médiatique, notamment sur la commune de Perpignan, où nous avions travaillé pendant 3 années avec la ville, avec l'ABF, pour définir ce qui était important de conserver en termes de trame dans des quartiers anciens extrêmement dégradés, où nous avions des immeubles qui pouvaient s'effondrer, là où nous pouvions faire de la création architecturale contemporaine de qualité, et là où nous devions à tout prix conserver le bâti ancien. Et je crois que c'est cet équilibre-là. On ne peut pas toujours tout conserver. C'est une hérésie de vouloir tout détruire. Et cet équilibre-là, finalement, c'est l'expertise qui peut être faite avec les ABF, avec l'ensemble des services en charge du patrimoine et une DRAC, qui peut amener le conseil aux élus pour que le patrimoine reste un élément d'attractivité, qu'il ne soit pas un frein, et notamment sur des logements qui sont parfois obsolètes pour des questions d'accès à la lumière au jour et qui ne permettent pas, et on avait fait la visite d'ailleurs à l'ODEV avec Yves Doge du centre ancien en disant mais finalement est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, comme ça a été fait à Carcassonne, reconquérir les zones commerciales qui sont souvent en raies d'immeubles et qui sont souvent fermées pour les transformer là aussi en lieu d'habitation. Donc ces solutions-là, elles existent, elles sont possibles. C'est pas parce que l'on est dans un centre historique que l'on ne peut pas transformer sa ville. Il faut le faire dans le respect de ce que les anciens nous ont légué, de ce que nous, nos générations, avons à faire en termes d'entretien et de transmission de patrimoine, de manière à ce que celles et ceux qui nous suivront après soient dans cette continuité. Et finalement, c'est ça, cette question du patrimoine, c'est transformer la ville en respectant ce qui nous a été apporté par les anciens. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais dire pour le rôle de la DRAC en témoignage de terrain. Merci beaucoup. Alors, on va passer désormais la parole à Roland Mouchel-Blaiseau, préfet directeur national du programme Action Cœur de Ville. De manière un peu pointilliste, on a évoqué là, au travers de ces interventions, le manque d'ingénierie d'un certain nombre de ces territoires, les difficultés d'attractivité, les vacances commerciales, le patrimoine, la participation citoyenne, et puis depuis ce matin, un certain nombre de politiques publiques innovantes et créatives qui sont l'apanage de ces petites villes dès lors qu'on les met sous les projecteurs. Comment est-ce que tout ça peut nourrir le programme Action Cœur de Ville et comment est-ce que déjà aujourd'hui, ils cherchent en tout cas à valoriser cette capacité à la fois de différenciation et de singularité des villes petites et moyennes françaises, mais en même temps leur place finalement dans le système territorial en France? Bien, merci Hélène. Bonjour à tous. D'abord, ravi de me trouver parmi vous. Juste en 2 phrases, le programme Action Cœur de Ville, parce que je voudrais préciser une chose qui est souvent, il y a un malentendu ou une mauvaise interprétation. Le programme Action Cœur de Ville, c'est un plan de soutien au développement des villes moyennes. Ce n'est pas un plan d'accompagnement de la sidérurgie. Et, virgule, centré prioritairement, enfin, en tout cas investissant prioritairement dans les cœurs de ville. Donc c'est un plan entre guillemets ville moyenne, effectivement, sachant qu'elles vont de 9 000 à 140 000 habitants, en l'occurrence 222 villes de métropole et d'outre-mer, n'oublions pas l'outre-mer, mais qui a le prisme et le choix politique stratégique, avec un grand P et un grand S. On aurait pu faire un plan ville moyenne. C'est un plan qui vise à redévelopper, revitaliser, consolider les fonctions de centralité. Et si on oublie cette deuxième partie de la présentation, je pense qu'on passe à côté du fait que ce programme conjugue une vision territoriale et les fonctionnalités. C'est la raison pour laquelle, étant moi-même aussi un peu le responsable interministériel du déploiement de ce qu'on appelle d'un nouvel outil des ORT, opérations de revitalisation du territoire, qu'on est un bras armé, mais qui n'est pas réservé exclusivement aux villes du programme. En 2 mots, une ORT, c'est un plan global de territoire tourné prioritairement vers la consolidation des fonctions de centralité au sein de ce territoire, en l'occurrence, c'est un périmètre intercommunal, qui vont bénéficier à l'ensemble des habitants et des acteurs du territoire. Donc vous voyez bien qu'on a la conjugaison d'une approche de segmentation petite et moyenne ville, et aussi
le choix affirmé et assumé, politique avec un grand P, que c'est les cœurs de ville dont on va s'occuper. Et je pense que c'est extrêmement important. Et monsieur le directeur général des affaires culturelles d'Île-de-France, j'étais très heureux de votre introduction et vous me tendez une perche que j'étais prêt à saisir, même si vous ne l'aviez pas tendue. Il faut faire attention à la manière dont on présente nos territoires en France. C'est effectivement catastrophique dans certains cas. La diagonale du vide, que vous l'avez évoqué, Hugo s'en souvient, mais ça n'avait pas eu de traduction politique à l'époque. Et tu te souviens de l'émotion que ça avait suscité quand on avait parlé qu'il y avait en France, je résume, les métropoles et le reste étaient des territoires interstitiels qu'il fallait simplement un peu accompagner. Donc ça veut dire qu'une grande partie de nos compatriotes vivent dans des territoires interstitiels. C'est affligeant. Et puis, voilà, donc il faut faire extrêmement attention. Et puis, je profite de la présence d'éminents chercheurs ici, et j'avoue que je m'offre un peu ce petit plaisir, excusez-moi, mais on en a un peu assez d'entendre que les métropoles se développent et le reste, ça doit décroître. Le plan Action Cœur de Ville, c'est l'inverse. Non pas que les métropoles ne doivent pas continuer à se développer, mais que les petites et moyennes villes, elles participent au développement du pays, à sa cohésion sociale, à sa cohésion territoriale. Donc arrêtons de parler de décroissance ou de rétractation. Ce qu'il faut rétracter et décroître, c'est l'étalement urbain. Et c'est l'artificialisation des sols. Mais je prends un exemple que cite Martin Malvy, président de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. Il dit que si la métropole de Bordeaux, la métropole de Toulouse continuent à se développer de la manière dont elles se développent aujourd'hui, d'ici 2050, c'est l'artificialisation d'un département français auquel il faut s'attendre. Sans compter, bien sûr, tous les problèmes écologiques, captage d'eau, etc., etc. Donc, arrêtons de parler de décroissance quand on parle de ces territoires. Non, c'est une autre croissance. Ces territoires aussi, pour beaucoup d'entre eux, et j'ai bien noté ce qu'a dit M. Desjardins tout à l'heure, effectivement, que le territoire n'était pas fortement en décroissance, mais que la ville principale était un peu dévitalisée par, en clair, cet étalement urbain. Appelons les choses par leur nom. Et ce modèle d'étalement urbain nous implose aujourd'hui à la figure. Il est insoutenable économiquement, insoutenable socialement, insoutenable écologiquement. Donc, Action Cœur de Ville, c'est modestement une sorte de figure de proue qui vise à dire stop à ce modèle, qu'il faut remettre des habitants, des activités et des commerces dans nos cœurs de ville, dans nos villes principales, et qu'il faut effectivement reconcevoir complètement notre logiciel de l'aménagement urbain. Donc voilà, je me permettais de saisir la perche que vous avez tendue et que j'apprécie, parce que je pense qu'il faut mettre les choses à plat là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. Vous avez parlé des villes en France qui n'ont pas subi de perte démographique. S'il y en a une, à ma connaissance, du programme qu'on a subi une perte énorme, c'est Montluçon. Ah d'accord, mais Montluçon a baissé de 2 ou 3, pas baissé par 2 ou par 3, sauf qu'il est en train de repartir. Mais ça ne veut pas dire qu'à Montluçon, il ne se passe rien. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des belles affaires à Montluçon. Je parle devant des élus d'Auvergne, et qu'il n'y a pas des choses intéressantes à faire. Et même, ils ont organisé un concours local de requalification des berges de Montluçon qui a fait appel à l'excellence de paysagistes et d'architectes au niveau international. Deuxièmement, ta question, Hélène, je la prends aussi dans un autre sens, c'est-à-dire que nos villes moyennes ou petites villes sont des villes à taille humaine qui manquent peut-être de moyens, sûrement, qui manquent d'ingénierie, très sûrement, mais ce sont probablement les plus résilientes et les plus imaginatives. Parce que comme l'a dit un élu, je veux le dire avec mes mots, il faut se démerder, il ne faut pas attendre que ça vienne d'en haut, et que donc les initiatives qui vous ont été présentées ce matin, et qu'on pourrait aussi multiplier. D'ailleurs, moi je suis stupéfait quand j'ai le plaisir de me déplacer dans les villes du programme. J'ai fait 51 déplacements en 2019, dont un des derniers à Vitré, avec, pour la signature d'une convention entre Action Logement et la ville pour rénover le patrimoine est tout à fait exceptionnel de la ville.
c'est le nombre d'initiatives locales, pour peu qu'on les laisse un peu éclore et qu'on ne les étouffe pas dans la réglementation, dans des procédures venues d'en haut, dans un formatage administratif qui est malheureusement la plaie de notre pays. C'est un haut fonctionnaire de l'État qui vous le dit. Et puis, ce sont probablement aussi les villes les plus impactées par la globalisation. Mais c'est les villes qui font le plus d'efforts pour s'en sortir. Alors, je prends ta question, Hélène, sur... Tu disais, mais qu'est-ce que les métropoles? Mais moi, je dirais, qu'est-ce que les petites et moyennes villes peuvent apporter aux métropoles? J'ai compris ta question comme ça. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut trouver aussi, encore une fois, on est bien dans la complémentarité, pas du tout dans les oppositions bêtes et stériles, mais on peut trouver, je pense, y compris pour les métropoles, des choses intéressantes qui se passent dans les petites et moyennes villes. Bon, je sais pas, j'ai peut-être... je vais être politiquement incorrect, donc je pense que il y a la censure. Pourtant, je suis plutôt en phase avec la doctrine de ce ministère, hein, je pense. Le premier apport du programme Action Cœur de Ville, mais ce que fait CGT, ANCT et ses programmes sur les centralités, Petite Ville de demain, sera bien sûr dans la même philosophie, c'est d'avoir mis la question du cœur de ville au centre, si je peux dire, à l'agenda, pour faire du franglais. Ça a l'air tellement évident aujourd'hui qu'on se demande pourquoi on n'en parlait pas comme ça il y a 3, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Les chercheurs en parlaient, les élus s'en occupaient, mais aucune traduction législative, aucune traduction dans des moyens financiers, et qu'on avait l'impression, là par contre, d'une diagonale du vide. C'est-à-dire que tout ce réseau de villes et toutes ces questions de centralité étaient complètement absentes de nos politiques publiques au sens institutionnel du terme. Et la question de revitalisation des cœurs de ville, ou de défense des cœurs de ville, soyons positifs, elles ne sont pas le monopole des petites et moyennes villes. Il y a des très grandes métropoles qui ont un centre de ville magnifique, mais il y a beaucoup de grandes villes qui ont un centre de ville qui souffre de plus en plus, où les vacances de commerce et les vacances de logement ne sont pas des vues de l'esprit. Donc déjà, si on pouvait faire en sorte que la question des cœurs de ville, des centres-villes, des centralités en général, avec tout ce que ça suppose comme politique publique visant à remettre les choses, je dirais, à l'endroit, peuvent, à mon avis, intéresser les grandes agglomérations et les métropoles. Deuxièmement, je ne développe pas, mais on l'a vu dans les exemples de ce matin, de cet après-midi, et dans les travaux que vous menez, il y a plein d'initiatives qui, même si elles sont peut-être caractérisées par leur côté très territorial, mutatis mutandis, peuvent aussi intéresser les grandes villes. Je n'ai pas assisté à toute la matinée, mais la question de mobilité, je ne sais pas si on en a beaucoup parlé, mais c'est dans les villes moyennes qu'on expérimente les navettes autonomes, qu'on a le développement des navettes électriques, qu'on a... après, c'est une politique qui suscite un débat, mais en tout cas, elle existe. Ce qu'on appelle les transports collectifs gratuits, à Dunkerque ou à Châteauroux, pour prendre deux villes du programme Action Cœur de Ville. Bref, parce que ce sont des villes qui, en termes de mobilité, elles savent que le modèle traditionnel où on met un bus jusqu'au bout du dernier pavillon n'est plus tenable. Et qu'on essaie de réfléchir à d'autres modes et aussi à refaire venir que le centre-ville soit accessible pour ceux qui veulent y aller, qu'on puisse y stationner ou qu'on puisse y résider. On a des initiatives très intéressantes de reconversion du patrimoine. Je l'ai vu à Vitré et avec M. Pierre Méignery. On a parlé tout à l'heure, ce matin, le représentant du conseil municipal de Tournus parlait de le côté alimentaire, mais regardez à Lons-le-Saunier, ce qu'ils ont fait depuis 20 ans, d'une contrainte, la protection du captage, ils en ont fait une ferme urbaine écologique qui alimente les cantines scolaires et la cantine et les repas de l'hôpital, etc., etc. Bref, il y a énormément de bonnes pratiques et je pense que ces bonnes pratiques, non pas que ces villes-là en ont le monopole, mais elles peuvent bien sûr intéresser des villes qui sont un peu plus grandes. Troisième apport, c'est la méthode. Action Cœur de Ville et tout ce qu'on voit, on voit que ces sujets, ces actions, ces initiatives, ce programme comme Action Cœur de Ville, ils ne réussissent que parce qu'ils sont transversaux. Ils ne réussissent que parce qu'on fait confiance aux acteurs locaux et
je dirais, et on est dans le cadre d'un projet global. On n'aura pas des commerces s'il n'y a pas d'habitants, il n'y aura pas d'habitants si on n'a pas traité la question du stationnement et la mobilité, et puis il y aura, etc., et le patrimoine, et le cadre de vie, etc., etc. Donc, cette approche transversale globale, le fait que la mise en œuvre d'un programme comme Action Cœur de Ville est totalement décentralisée, avec un accompagnement déconcentré des préfets, et, bien sûr, et avec l'ingénierie au titre d'Action Cœur de Ville, la NCT, on pourra mettre en œuvre. Mais c'est les collectivités locales, le maire, son équipe, avec l'Interco, qui sont responsables de leur projet. Rien depuis Paris n'est imposé. La seule chose qu'on leur impose, c'est de traiter tous les sujets en même temps. C'est la seule obligation. Donc cette méthode partenariale, transversale, approche globale du territoire est complètement décentralisée et avec un accompagnement déconcentré. En clair, ça veut dire quoi ? Et c'est aussi déroutant pour nous tous, administration, collectivités locales, partenaires au sens le plus large. On n'a décrété aucun mode de subvention. On n'a pas dit, à l'époque, les grandes époques anégoliennes du début de la 5e, on aurait fait un plan, on aurait dit, si vous faites ça, vous aurez 20%, retiré par 30, divisé par 2. Là, on part du projet du territoire. Notre boulot, je m'exprime devant quelques maires Action Cœur de Ville, je ne sais pas si on y arrive, mais en tout cas, c'est notre philosophie, et avec les partenaires financeurs que sont la Caisse des dépôts, Action Logement, l'ANA, puis bien sûr, tous les autres contributeurs qui sont aussi autour de la table de chaque ville. C'est comment on peut répondre au projet des collectivités. C'est le projet qui fixe la donne. Et après, on dira, oui, on va pouvoir vous aider de telle ou telle manière, etc. Et non pas, si vous faites comme ça, vous aurez ci. Et vous voyez bien que c'est une approche qui est complètement ascendante et qui n'est pas descendante. Et puis, il y a quelque chose sur lequel j'espère qu'on va pouvoir capitaliser et développer, parce que ça intéresse aussi les grandes villes aujourd'hui. Et je fais d'ailleurs quelques déplacements actuellement sur ce sujet auprès des élus et des équipes municipales ou métropolitaines. Mais ça intéresse aussi, bien sûr, l'ensemble des petites villes. Dans le dispositif des ORT, il y a un dispositif fiscal qui s'appelle le Denormandie dans l'ancien, qui vise en clair à favoriser, aider à l'acquisition, rénovation de logements anciens en ville pour les remettre sur le marché locatif, parce que si on veut qu'il y ait des habitants, il faut qu'on ait des logements adaptés et qui correspondent aux souhaits des familles et de l'ensemble bien sûr, des catégories et de l'ensemble des générations. Dans le dispositif ORT, ce n'est pas un zonage venu de Paris qui dit cette ville est bénéficiaire ou cette ville ne sera pas bénéficiaire. Une ville fait avec son interco une ORT, ça entraîne automatiquement l'éligibilité au dispositif fiscal. Vous voyez bien la révolution culturelle dans notre pays de plusieurs siècles de centralisation, à commencer par la centralisation fiscale, où c'est pas Paris qui fait... Et en matière du logement, on est habitué au zonage de bataille navale. Là, on a un zonage qui part du projet. Vous faites un projet, ça vous donne droit à un dispositif fiscal. Et ça, je pense que cette approche est extrêmement intéressante. Juste pour conclure, pour aller plus vite sur les quelques points où je voulais simplement illustrer ce qu'on pouvait peut-être aussi s'insérer dans cette coopération entre l'ensemble des territoires qui est vraiment l'objectif. Et c'est pour ça que je remercie bien sûr le PUCA, le POPSU et l'ensemble des acteurs qui y participent. On a beaucoup de littérature scientifique sur les métropoles, avenir du monde. On a beaucoup de littérature sur les ruralités, mais très très peu sur ces villes intermédiaires, qui pourtant ont des spécificités, mais aussi des similarités. Et donc, le fait que, par exemple, avec la Cité de l'Architecture et des Patrimoines, et on en a une demain sur l'urbanisme transitoire, tous les mois, nous faisons un forum des solutions, où nous mêlons experts, chercheurs, collectivités locales, investisseurs, acteurs économiques ou sociaux, pour justement échanger sur les bonnes pratiques, les innovations, et faire en sorte que tout ça puisse se capitaliser, je dirais, dans la communauté Action Cœur de Ville. Et on va y associer aussi les villes ORT qui seront dans la même philosophie. Avec l'aide d'Hélène Pesquine et de son équipe de PUCA, nous avons lancé un programme qui s'appelle « Réinventons nos cœurs de ville ». Alors, je vais être un peu provoquant exprès, mais on est un peu l'après-midi, il faut...
c'était à la fois dire que l'excellence architecturale, patrimoniale, urbanistique, paysagère n'était pas limitée aux grandes métropoles, mais qu'elle avait aussi tout à fait droit de cité dans nos villes moyennes du programme. Tout le monde nous disait qu'on allait se planter. 112 villes sur 222 ont candidaté pour être aidées pour lancer un appel à projet « Réinventons nos cœurs de ville ». Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est que ça entraîne, là encore, un échange entre l'ensemble des initiatives et ça donne aussi un autre regard vis-à-vis des investisseurs qui se rendent compte qu'il y a 2 nouvelles frontières aujourd'hui en France en termes d'aménagement. Ce sont les petites et moyennes villes et ce sont les cœurs de ville. Et qu'à force d'avoir vu extrêmement grand, extrêmement étendu, maintenant il fallait zoomer sur ces territoires, il fallait zoomer sur les cœurs de ville avec l'excellence qui est tout à fait qu'il faut développer dans ces villes. Et on est surpris. On parlait de Montluçon tout à l'heure, qui a perdu beaucoup de population. Ils ont fait un appel à projet pour la rénovation des berges, qui était un véritable projet urbain, pas unique, enfin, écologique, mais véritable projet d'aménagement urbain. Montluçon est une très belle ville médiévale, mais ce n'est pas non plus le carrefour absolu de l'Europe. Il y a eu 23 équipes pluridisciplinaires qui ont candidaté. Et c'est un grand architecte catalan et un grand paysagiste français qui l'ont emporté. Il y avait des équipes de très grande qualité parce que c'était extrêmement intéressant de travailler sur, pour prendre quelque chose qui n'est pas péjoratif, sur un matériau d'une ville moyenne. Et d'ailleurs, vous voyez que quand je parle de nouvelles frontières, la requalification des berges et le fait que les villes se réouvrent sur leurs fleuves et sur leurs cours d'eau après parfois des décennies ou des siècles où on s'en était un peu détourné, est aussi un des enjeux qui est tout à fait important. J'y ajouterai, en dernier point, les enjeux européens. Très preneur, chère Hélène, avec toutes vos équipes de chercheurs, sur le fait qu'on puisse effectivement voir comment ça se passe dans les autres villes en Europe. Et nous, on se bat en termes politico-institutionnels, sous l'égide de la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gouraud, et avec l'équipe de l'agence, sur le fait que les cœurs de ville soient complètement intégrés dans les futurs fonds structurels européens, mais en tant que tels. Vous savez, les programmes européens sont aussi souvent très thématiques, très verticalisés, comme un peu nos programmes français, mais que la dimension cœur de ville est une dimension transversale. Et donc notre objectif, c'est de faire en sorte qu'au niveau européen, nous ayons une réponse par intermédiaire des financements par des fonds structurels pour abonder les projets de revitalisation pour les centres-villes. Alors si j'avais juste un mot de conclusion, c'est de dire, parce que c'est le mélange, oui, ça fait un quart d'heure, je dis que je vais conclure, ça fait le mélange entre la recherche et l'action. Il faut voir loin, mais il faut agir vite parce qu'il y a une urgence cœur de ville. Merci. J'avais prévu une petite relance, mais là, ça va être compliqué parce qu'on va démarrer la dernière partie de l'après-midi et les ateliers techniques avec les différentes équipes de recherche et des villes. Simplement, si je peux quand même faire une petite relance en conclusion, ce serait pour revenir au programme POPSU, puisque là, on lance, vous l'avez compris, la deuxième session de ce programme avec 13 nouvelles villes qui se sont présentées ce matin. Et donc 13 nouveaux sujets de politique publique. Ma question très rapidement à chacun d'entre vous, sauf Roland, ça va être finalement de donner un peu une forme d'encouragement ou de cadrage à cette nouvelle session. Comment est-ce que vous percevez l'utilité de ce programme et donc de cette session qui s'engage? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil un petit peu aux équipes et aux binômes d'ailleurs, élus chercheurs qui vont rentrer dans cette phase d'élaboration, de co-construction de la recherche? Comment ça résonne éventuellement, si on a quelques minutes pour le faire, avec le nouveau programme de l'Agence nationale de la cohésion des territoires sur les petites centralités? En quelques mots chacun, je vous laisse répondre et surtout donner vos encouragements aux équipes qui vont se lancer dès maintenant dans cette nouvelle série de recherches. Donc tous mes encouragements. Ça, c'est fait. Moi, j'essaie de dire ce qui nous intéresse au moment où on va lancer le programme Petite Ville de demain. Juste pour, ça a été annoncé en septembre dernier par le Premier ministre.
le choix a été fait, vous le comprendrez bien, qu'il soit développé dans le cadre des nouvelles majorités municipales. Donc sa concrétisation, c'est plutôt pour avril. Moi, je pense qu'il y a un défi qui est bien illustré par la discussion qui était parfois un débat entre les différents participants. Il y a un défi, c'est de donner du sens à la notion que Roland a développé avec brio, hein, mais de différenciation. Voilà. Le défi, c'est de ne pas avoir peur de considérer qu'une petite ville qui est située dans un bassin qui est en déprise durable n'a pas les mêmes défis, les mêmes enjeux qu'une petite ville qui a des difficultés mais qui est dans un bassin qui est globalement porteur. Voilà. Et cette idée-là, alors, c'est revenu avec un polémique, et puis moi je l'ai regretté un petit peu, permettez-moi ce clin d'œil avec mes collègues de l'administration, mais à un moment on voulait démontrer le lien entre la recherche et l'action. C'est pas grave, on n'a pas peur de parler de diagonale du vide. Évidemment que si c'était un programme politique, ça serait un problème, parce que ça peut donner l'impression de mettre à l'index. En revanche, considérer que la recherche nous montre qu'il y a une partie du territoire qui, depuis 40 ans, est confrontée à des difficultés durables, qui sont des difficultés structurelles, et que la géographie nous a appris, et tout le monde a mis dans sa carte mentale ce lieu-là, c'est utile quand même de savoir que c'est pas pareil d'être dans la diagonale du vide et de pas être dans la diagonale du vide. Voilà, je le dis, pas pour revenir sur la polémique, mais parce que l'enjeu de la différenciation des politiques de soutien aux petites centralités, et c'est le travail qui est fait aujourd'hui dans le cadre du plan Action Cœur de Ville, c'est de travailler ces politiques, pas pour réactiver des relations difficiles avec les centres urbains, mais pour réactiver, Madame la maire, vous le disiez tout à l'heure, du projet fondé sur des liens, des complémentarités, des relations intelligentes, de cohésion entre les différents territoires. Il ne faut surtout pas que le programme Petite Ville de demain donne le sentiment qu'on répond aux difficultés de ces centralités-là par les centralités exclusivement. Et c'est exactement le travail qui est accompli dans le cadre du plan Action Cœur de Ville. Elle est faite dans une logique de coopération entre les territoires, tenant compte du contexte local, départemental, régional et même macro-régional. Oui. Mais merci. Alors, pour diagonale du vide, je reprends pas ce que tu dis. Effectivement, c'était pour faire image. Et effectivement, toutes les métaphores sont piégeuses. Parler de vide pour dire peu peuplé, parler de cœur pour dire centre, etc. On voit bien qu'il y a tout un tas d'images qui sont maladroites. Et effectivement, mais je pense que j'ai choqué personne, mais en employant ce mot qui avait été beaucoup utilisé par la Data à une époque. Le deuxième élément que je voulais dire, mais en fait, c'était simplement pour que l'image, vous les voyez, j'aurais pu citer les régions, mais effectivement, je sais bien que c'est pas du vide, je vois bien. Non, deuxième élément que je trouve important, c'est vis-à-vis de mes collègues chercheurs, là j'en vois plein, qu'on fait plein de boulot depuis 10 ans sur des petites villes, Johan, Jocelyn, etc., et d'autres que je ne cite pas. C'est pour dire aussi que faisons attention à ne pas penser que la recherche s'active sur un sujet quand l'action publique met la lumière sur ce sujet. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la recherche pas à bas bruit dans nos cercles, mais qui se fait voilà, en continu. Et d'ailleurs, la capacité des équipes à répondre très rapidement à cette sollicitation, c'est qu'en fait, il y a quelques années, tu as soutenu une thèse sur les développements économiques dans les villes moyennes, tu travailles sur les villes en perte de population depuis un certain temps. Et je pense qu'il faut quand même faire attention à ce mécanisme-là, c'est-à-dire ne pas penser, c'est le fameux truc de la lumière, et voilà. Non, c'est parce qu'aujourd'hui on regarde, quoi. Mais de fait, il y a un temps long du travail qui permet d'ailleurs à tous ces chercheurs qui sont là aujourd'hui d'y répondre extrêmement rapidement, en fait, à la sollicitation qui est faite, et que je trouve effectivement extrêmement intéressante, puisqu'effectivement, tout le monde a bien envie d'accompagner cette réflexion importante sur les centralités. Donc effectivement, alors le petit mot d'encouragement, alors moi je travaille sur PopSu Métropole qui est parallèle, et le petit conseil, c'est qu'effectivement, alors là pour les chercheurs, le temps qui est long, et peut-être on ne le dit pas, c'est justement le temps passé à la fluidité du dialogue avec les élus et techniciens des collectivités locales. En fait, c'est un temps que souvent, beaucoup de chercheurs pratiquent peu, mais effectivement, c'est un engagement, notamment pour les responsables de programme, qui est assez long et qui est un travail qui est parfois un petit peu différent de celui de d'autres types de recherches que peuvent mener des chercheurs.
Eh bien, moi, beaucoup d'espoir, évidemment. Hein. Donc, tous mes espoirs vers Sarah et Johan, puisque c'est vous qui allez venir en territoire d'Ambert. Simplement, comme vous le disiez, faire du sur-mesure, de la haute couture pour nos territoires. On en a besoin et on a besoin de ces différents avis. Voilà ce que je voulais vous dire et un grand merci par avance de faire une focale sur ce territoire. Merci, et au nom de tous les autres territoires aussi, parce que c'était très intéressant ce matin. Donc j'espère qu'on sera aussi intéressant la prochaine fois quand on fera le compte-rendu. Merci. Le mot d'encouragement pour l'Indrac, ça sera évidemment de poursuivre le mouvement de reconquête des centres anciens, notamment les centres dégradés, par la culture et par le patrimoine. Avec Marie-Christine Labourdette, nous sommes persuadés que le patrimoine de demain, c'est la création architecturale d'aujourd'hui. Et ce que nous allons transmettre aux générations qui viennent doit être fait dans le respect de ce dont nous avons hérité, de celles et ceux qui nous ont précédés. Et je voudrais juste terminer sur cet article 1er de la loi de 77 sur l'architecture. L'architecture est l'expression de la culture. Tout est dit, en 3 mots. À l'invitation d'Hélène, je veux dire un mot. D'abord, on a absolument besoin de ces recherches, surtout que ce sont des recherches qui sont aussi en connexion avec la réalité, et donc cette interaction est extrêmement intéressante. La dimension européenne, parce qu'on a aussi beaucoup de synergie à voir avec les autres villes européennes, est extrêmement importante. Troisièmement, puisque les chercheurs ont toujours un temps d'avance sur, bien sûr, les praticiens, et c'est quelqu'un qui est engagé sur la centralité qui vous le dit. La prochaine nouvelle frontière sera la requalification des zones périphériques. Et là, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à inventer. Merci à tous.